Bonsoir à tous et bienvenue sur notre libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h, comme tous les soirs, 39 21, notre numéro d'appel. J'imagine que vous connaissez le principe de l'émission. Vous appelez, je réponds et on parle ensemble. De tout, de vous, de ce qui fait votre vie, de ce qui la rend jolie ou au contraire vous attriste. Voilà, on bavarde. L'idée c'est d'échanger, bien sûr, de partager. Donc, on va se détendre, se caler confortablement dans un fauteuil ou dans un lit, pourquoi pas, et on va se raconter les uns aux autres, parce que ce qui est incroyable et formidablement intéressant, c'est qu'il y a toujours un peu de l'un chez l'autre. Sachez bien sûr que vous êtes accueillis tout au long de cette soirée avec infiniment de gentillesse et de disponibilité au standard par Assiba et Valentin. Et puis, grâce à Fifi, ce magicien, cette émission se réalise. 39 Europe 1, 21. Caroline Veil. Notre numéro d'appel. Vous pouvez également nous joindre en adressant vos mails sur notre site europe1.fr et puis surtout très important, vous pouvez nous adresser à tout instant vos réactions à chaud par SMS. Alors vous commencez par le mot nuit, puis votre message, puis vous envoyez le tout au 7 39 21. Et nous tout de suite on va commencer cette émission avec Héloïse. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Caroline. Écoutez, je me permets de vous appeler ce soir. Mais vous faites bien, on est là pour ça. En fait, pour comprendre un peu un certain mécanisme psychologique comme ça qui m'agite, c'est que je n'arrive pas à quitter mon mari, j'ai 63 ans, et je renvoie donc une image dévalorisante de me dire que je ne comprends pas pourquoi je reste alors que je sais que j'ai peur. Bon, ça, j'ai une peur panique, j'ai 63 ans, j'ai pas 40 ans, et si vous voulez, ça m'incite pas à être sur le mode de vivre. Vous voyez, je suis un peu sur le mode survie. C'est une colocation avec mon mari et je n'arrive pas à franchir le pas et ça me gêne énormément dans les autres facettes de ma vie parce que je suis totalement phagocytée par ce problème qui fait que tous les jours j'ai envie de connaître un nouvel amour, de vivre un amour fou, une passion, enfin de vivre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, de vivre. En fait, de vivre, voilà, parce que bon, je pense que l'amour est un vecteur de, à la fois, si vous voulez, de grand bonheur et bien sûr de grande souffrance, mais ça vaut le coup, vous voyez, voilà. Oui, ça n'est rien et à là, dire. c'est un immobilisme tel qui me tétanise et qui paralyse aussi ma vie, parce que c'est une vie affective qui n'en est plus une, et voilà, donc cette image qui réfléchit sur mon miroir tous les jours, et ça me pose problème parce que j'ai peur, j'ai une peur panique, voilà. Mais je vous comprends d'avoir peur, c'est difficile de rompre un mariage de 20 ans, dites-vous. Oui, et c'est mon deuxième mariage. C'est votre deuxième, comment le vous premier, il a duré 19 ans, et puis le deuxième, 20 ans. Bon, et c'est vrai, j'avais 40 ans, 42, maintenant j'en ai 63, c'est vrai que... Comment vous vous êtes rencontrés? Tout à fait bêtement. Non, pourquoi bêtement? Enfin, disons tout à fait d'une manière banale, un dîner, voilà. Un dîner il y a 20 ans. Bon, et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que si vous voulez, j'ai toujours un peu le même procédé, c'est que pour la première et la deuxième fois, c'est que je tombe très vite amoureuse. Si vous voulez, j'ai eu un coup de cœur qui a été réciproque. Et en fait, si vous voulez, sans connaître la personne. Et quand je découvre la personne, je vois que c'est un monde qui nous sépare. C'est un abîme. C'est-à-dire que ces deux personnes, en fait, on est poussé par des déterminismes qui font qu'on répète. Hein. Donc j'ai eu le syndrome de la répétition parce que le numéro 2 ressemble au numéro 1. C'est-à-dire des êtres bien dans l'absolu, bien sûr des êtres humains bien dans l'absolu comme nous tous, mais qui n'ont rien à voir avec moi. Alors, à quel moment vous vous en apercevez, par exemple, que finalement, vous mettez au-dessus de la tête de l'homme que vous rencontrez, on va dire tout un tas d'attentes, d'espoirs, vous le voyez tel que vous avez envie qu'il soit, et puis est-ce que vous vous réveillez, ça se passe comment Ah non, pas du tout, c'est pas du tout comme j'ai envie qu'il soit, je le vois tout de suite. Mais je suis prise. Ah, je le vois tout de suite. Je vois tout de suite qu'il ne me correspond pas du tout, mais je suis prise. Ah d'accord. Je suis prise
par un sentiment. J'ai même dit à mon premier mari, je préfère être malheureuse avec toi que sans toi. Ce sont des phrases que, vous voyez, que maintenant je m'imagine pas la redire à 21 ans comme ça, mais tout de suite j'ai vu que cet homme me ferait En fait, pas vous bien. tombez amoureuse de gens qui ne vous conviennent pas. Voilà, et je le sais, et c'est ça qui est complètement, si vous voulez, ahurissant, c'est que je le sais et que je me vois faire la bêtise, et je me vois tomber dans le précipice. Vous voyez, il y a une très belle image dans Les Chemins de la Liberté de Sartre qui dit « Aimer, c'est tomber dans un précipice », et moi je me vois tomber. Et je me vois tomber à la limite avec terriblement de bonheur, enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce ça que vous rend heureuse. tout est un peu paradoxal. Hein. C'est ce que vous disiez il y a 2 jours, quelque chose de magnifique. Vous disiez, dans l'amour, pour Raphaël, il y a des va, des viens, des hauts, des bas. Il n'y a rien de linéaire et statique, si vous voulez. Non, c'est une entité, un couple. C'est vivant. C'est une matière vivante. C'est vivant, et voilà, c'est une matière vivante, et voilà. Donc moi, je tombe avec à la fois bonheur et je me fais mal. Je me fais mal et je me fais du bien, voilà. Et c'est vrai que après, petit à petit... Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous détachiez ? Non, je me suis pas détachée. Pas du tout, je me détache pas. C'est que quand je vois que ces hommes-là ne me correspondent pas du tout, donc comme je suis dans un amour fou, ils me font terriblement souffrir. Parce qu'ils sont tyranniques, ils sont autoritaires. Et donc, si vous voulez, très vite, ça devient terrible. Ça devient terrible. Qu'est-ce qui est terrible aujourd'hui dans votre vie ? Vous m'avez dit, je suis dans la survie. Qu'est-ce que c'est pour vous, la survie ? C'est une colocation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour. Alors moi, il n'y a plus d'amour, ça c'est sûr. De votre côté ? Oui, et puis, vous savez, alors là, le problème fondamental, si vous voulez, c'est de savoir ce qui reste, parce qu'il y a la force de l'habitude. Exactement. Je peux pas vous dire. Bon, c'est vrai qu'avant, quand il mettait la clé dans la porte, je me précipitais. Maintenant, la clé dans la porte, je continue de lire. Ouais. Vous voyez, ça, c'est des images très, très frappantes. Bon, alors, maintenant, il est en vacances seul pendant 3 mois ou 2 mois. Dire qu'il me manque, non. Il me manque un amour, il me manque quelque chose de... qui me fait dresser les cheveux sur la tête, qui s'appelle tomber amoureux, vous voyez. Oui, on est bien d'accord, mais voilà. En même temps, vous savez bien, quelqu'un d'autre l'a dit, l'état amoureux ne dure pas toute la vie. Après... Non, mais ce qui dure toute la vie, et moi que je n'ai pas expérimenté, c'est rencontrer quelqu'un qui serait en phase avec moi. Même si, l'état amoureux durait peut-être 3 mois, 6 mois, mais qu'après, si vous voulez, les centres d'intérêt, les sensibilités, l'approche et l'appréhension de la vie soient la même. En fait, c'est ça. Vous voyez, c'est trouver un peu ce que je suis dans l'autre. Et là, je ne l'ai jamais connu. Donc, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a l'état amoureux, parce que c'est une étape passage obligé. Mais après, rencontrer quelqu'un qui me ressemble. Pour pas que la vie quotidienne soit difficile pour n'importe quelle petite... Aujourd'hui, c'est le cas, la vie quotidienne est lourde pour vous ? Oui, ça fait 10 ans. 10 ans. Alors, comment se fait-il qu'il y a 10 ans, vous n'ayez pas pris la décision de partir ? Voilà, c'est la très bonne question, et que mon entourage ne comprend pas, et toujours je remettais au lendemain, toujours je me disais demain j'aurai la force, demain je me lève le matin et je dis demain j'ai la force de partir, et puis je freine des 4, je sais pas comment vous dire, j'ai des aérofreins en moi qui me disent mais trouver un appartement, m'assumer, j'ai peur, une peur panique, parce que c'est compréhensible. Je suis très angoissée, je suis hypocondriaque, je suis angoissée, je suis anxieuse, et puis je suis pas insouciante. Oui. J'ai toujours une voix off qui me dit mais tu sais ce que t'as, tu sais pas ce que tu vas trouver. Et puis il y a le cas de figure où je peux le quitter, puis vieillir vraiment, vraiment toute seule en ne trouvant personne. Aussi, mais bon. Alors ça me panique complètement, et puis et cette situation-là ne me convient pas. Je suis en vacances, je suis toute seule. Les week-ends, je suis toute seule. Il a d'autres centres d'intérêt. Vous ne partagez aucun je ne partage loisir aucune commun. de ses passions. Qu'est-ce qu'il aime ? Jamais. Qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme ? Et voilà, je ne sais pas, quelque chose qui m'a... Oui. En fait, quelque chose qui m'a... le sérieux de son sentiment.
sais pas comment vous dire. On s'est rencontrés et un mois plus tard, ça lui posait absolument aucun problème d'être sérieux. Il m'a très vite épousée. Enfin, c'est ce côté sérieux et réciproque qui m'a complètement apaisée. Il était fiable? Comment? Il vous a semblé fiable? Il vous a sécurisé? Tout de suite. Sécurisé avec son amour, je veux dire. C'est-à-dire que vous êtes senti en sécurité. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé une seconde la question, au bout d'un mois et demi, est-ce qu'il va me quitter? Est-ce que c'est un type qui cherche une aventure? Il a eu et le premier, c'était pareil. Ce sont des gens qui m'ont inspiré confiance et à qui j'inspire confiance aussi, qui ont été très vite sécurisés par moi. Et donc, je n'ai pas eu le cheminement du doute, est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Mais non, tout de suite, ils ont voulu Oui, faire voilà, vous n'avez pas douté et vous avez eu envie de construire avec eux. Vous avez des enfants, Héloïse? D'un premier mariage, oui. Oui. Oui, je suis grand-mère, oui. Et vous en avez parlé avec eux? Oh, non. En fait, j'ai pas du tout eu besoin d'en parler. Hein. Ils connaissent ma sensibilité, ils savent qu'ils sont désolés que je parte pas, c'est tout. Ah, ils sont désolés? Ils sont adorables. Et adorés, enfin, bien sûr, mais si vous voulez, ils sont désolés parce qu'ils disent que je pourrais encore apporter quelque chose à quelqu'un et que, bon, je suis professeur, donc je ne suis pas encore à la retraite, et je suis professeur de lettres, et si vous voulez, ils pensent que c'est un petit peu un gâchis affectif et intellectuel, vous voyez. Mais j'ai peur de me retrouver, alors que là, à l'heure où je vous parle, il est en vacances et je suis toute seule dans mon appartement. Mais il vous laisse aujourd'hui sans arrière-pensée, sans scrupule. Voilà. Lui aussi s'est détaché? Non, lui, son credo, si vous voulez, c'est la vie passe très vite, moi j'ai envie de faire des tas de choses, j'ai envie de faire de l'alpinisme, etc. Tu ne peux pas me suivre, mais je ne vais pas m'empêcher de vivre parce que tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Est-ce qu'il a son tort? credo depuis 20 ans. Est-ce qu'il a tort? Et il me dit, tu t'es trompé, je ne te corresponds pas, donc ne reste pas. Moi, je suis beaucoup moins malheureux que toi dans cette relation, parce que je fais ce que je veux, et toi, tu es en attente de quelque chose. Est-ce qu'il a tort? Je pense, si vous voulez, dans mon entourage, dans les gens que je vois, dans tout ce que la vie... Pour moi, si vous voulez, j'ai entendu... j'étais dans une réunion d'un pasteur évangélique il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près au mois de mai, et j'ai beaucoup aimé son prêche. Il disait « Aimer, c'est renoncer ». Et j'ai adoré, c'est-à-dire... aimer, c'est se faire un peu violent. C'est-à-dire, vous rencontrez une personne différente, vous avez 45 ans, vous avez aimé l'alpinisme toute votre vie, eh bien, au lieu d'en faire 3 mois par an, vous en faites 8 jours. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau. Et voilà. Et pour moi, l'amour, c'est renoncer et faire quelque chose qui vous coûte pour l'autre. Mais je suis pas sûre que l'amour ce soit seulement dans le sacrifice, vous voyez. Bien sûr, vivre avec une personne qu'on aime implique non pas des efforts, parce qu'à la minute où on fait des efforts, on n'est pas dans la vérité. Si on doit faire des efforts, c'est que l'autre effectivement ne vous correspond pas. Mais est-ce que vous ne croyez pas que justement vous vous parlez beaucoup de l'amour comme don. Est-ce que vous ne croyez pas que donner à l'autre son indépendance, respecter ce qu'il est, respecter ses goûts, ses centres d'intérêt, même si ce ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres? Mais alors, finalement, au bout du compte, je lui ai donné une énorme liberté. Mais oui, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Et voilà, c'est une énorme liberté qui a fait que, si vous voulez, que ça croître. C'est-à-dire, je me suis mariée le 30 septembre, le 7 octobre, il partait en week-end d'alpinisme. Ouais. Et alors après... Est-ce que vous êtes tombé à la renverse? Est-ce que ça vous a surpris? J'étais en larmes. Oui, mais est-ce que vous avez été surprise? Complètement. Ouais, vous ne l'aviez pas prévu? Non, pas du tout. Alors, et pourtant, vous m'avez dit, j'ai vu comment il était. Mais, vous savez... Je vais vous dire quelque chose, Héloïse. J'entends très bien ce dont vous avez envie et ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est que vous avez envie de quelqu'un avec qui partager. Voilà. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est je ne partage pas grand-chose avec lui et moi, j'ai besoin de partager. Je partage rien, oui, absolument. Ouais. Or, je ne sais pas, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de règle, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais... bien sûr, on a besoin de partager. Et en même temps, je ne sais pas aussi si le secret d'une union qui dure... et les vôtres durent, donc finalement vous vous y prenez plutôt bien,
Si le secret, ça n'est pas de laisser l'autre vivre sa vie et avoir des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Justement, vous parliez tout à l'heure de renoncer. C'est pas une union qui dure, c'est une union qui dure par lâcheté. Ouais, vous pensez que c'est une union qui s'éternise, vous? Oui, qui se gangrène, si vous voulez, dans la mesure où on ne partage rien. C'est une colocation. Il n'y a plus d'amour. Vous n'avez pas des moments où vous vous retrouvez. Jamais. Même intimement. Pas de vie affective, rien. Alors effectivement. Et je lui ai laissé donc une grande liberté qui fait que, si vous voulez. Bon, alors qu'est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui? Comment? En dehors de sa présence, qu'est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui? Ben voilà, vous venez de le dire. Vous venez de le dire, sa présence. Sa présence. Donc c'est juste. Et c'est très important, vous savez, la présence. Hein. Oui. C'est très important parce que c'est difficile de vivre seul et de se réveiller seul. Attention, je vous mets en garde aussi parce que je voudrais pas que vous fassiez de bêtises. Je comprends votre peur, je l'entends, et vous avez raison d'une certaine manière d'avoir peur. Maintenant, la question à se poser, est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas plus insupportable que ce que vous pourriez vivre en ayant peur? Voilà, tout est là-dedans. Faites-vous la part des choses. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une peur sans fin ou c'est une fin avec terreur. C'est-à-dire, où je me jette dans l'inconnu et je mets une fin à ce que je vis, ou bien c'est quelque chose qui est sans fin. Alors tout à l'heure, vous parliez de vivre. Mais vivre, vous savez, c'est aussi prendre des risques, parce que sinon, ça n'est pas la vie. Exactement ça. Oui, ça n'est pas la vie. Ouais. Mais encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est pas moi qui vais après être toute seule. Donc c'est pas moi qui vais vous dire allez-y, partez. Mais bien sûr. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est écoutez-moi bien, l'insupportable, par définition, ne se supporte pas. Oui. Et que tant que vous restez, il changera pas. C'est que vous y trouvez aussi votre compte. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, ça s'appelle les bénéfices secondaires. Ouais, mais c'est donc que vous y trouvez aussi votre compte et que peut-être êtes-vous plus attaché que ce que vous n'imaginez. Alors, que vous dire? Est-ce que tout est vraiment fini entre cet homme et vous? Est-ce qu'il n'y a rien à récupérer? Est-ce que vous ne gagneriez pas à vous asseoir l'un en face de l'autre et à vous dire les choses quitte à hurler, quitte à gueuler, comme on dit? Alors là, j'ai tout épuisé. J'ai tout épuisé, c'est-à-dire tout le panel des... Je lui ai écrit, je lui ai demandé d'aller voir un médiateur, j'ai fait appel à un ami à lui, j'ai fait des scènes, des rébellements de souffrance parce que je suis mal, parce que il y a la force de l'inertie, c'est-à-dire qu'il me dit bon, ne te mets pas dans ces états-là, je changerai pas, je te donnerai pas ce que t'attends, et de toute façon si c'est pas la peine, je ne suis pas celui qui te convient, donc ça sert à rien. Moi, c'est pas à 60 ans que je vais voir un médiateur pour me dire n'allez pas faire de l'alpinisme ou soyez plus gentil avec votre femme. Non, je suis comme je suis bâtie comme ça, tu t'es trompé, moi je vis beaucoup mieux que toi, mais... C'est-à-dire qu'il vous dit, moi je vis ma vie et finalement, toi ce qui t'arrive, je m'en fous. Oui, et non, et je lui dis, mais est-ce que tu peux pas faire des efforts? On est quand même des êtres perfectibles et des êtres tout le temps en mouvement et en projet. Et il me dit non. Il me dit, écoute, moi j'ai des trucs encore à faire, à réaliser dans ma propre vie. Ça ne coïncide pas avec tes propres désirs. Moi, ma vie affective, c'est fini. Moi, je suis pas trop mal ici avec toi. Mais toi, tu veux plus. Mais moi, je ne te le donnerai pas. Je suis pas celui qui te le donnera. Mais je t'empêcherai jamais de partir, jamais. Et je peux comprendre que tu sois pas heureuse puisque je ne te donne rien. Il est très lucide. Il est très lucide. Donc finalement, il n'a pas envie de faire pour vous les efforts. Mais encore une fois, dès qu'il s'agit de faire des efforts, on se trompe. Que vous attendez. Ah non. Alors là, non. Alors non. Il m'a dit, écoute, je ne changerai pas d'un iota. Si tu connais la nourriture que tu manges tous les jours, c'est celle-là. Tu la veux plus salée, plus sucrée, tu vas la chercher dans un autre restaurant. Mais celle-là, c'est celle que je peux t'offrir. C'est-à-dire qu'il est très lucide. Je ne veux pas faire d'efforts. Il m'a dit parce que ça me dit rien. Et puis il me dit, on ne change pas les êtres et moi ça m'intéresse pas, c'est tout, de te donner plus que je ne peux te donner parce que finalement peut-être que je sais pas et peut-être que je m'en fiche et peut-être que... Et donc, cet homme vous dit finalement qu'il est très indifférent à ce que vous ressentez et que il va continuer lui de vivre exactement comme il vit. Ça vous va, tant mieux. Ça ne vous va pas, tant pis. La porte est ouverte. Exactement. Alors évidemment, mon entourage... C'est pas vraiment une preuve d'amour. Mon entourage me dit que comme il sait que tu ne le quitteras jamais et que
pourquoi veux-tu qu'il change? Et peut-être qu'en le quittant, tu lui feras un électrochoc et là, il va se sentir... Oui, je pense que c'est la solution, surtout si vous l'aimiez. Vous savez, c'est ce que je disais, l'amour, ça va, ça vient, on ne s'aime plus et puis on peut se réaimer. Si vous voulez bien, Héloïse, moi je voudrais qu'on prenne Martine, bonsoir Martine, qui a une histoire qui n'est pas tout à fait la même que la vôtre, mais qui a en tout cas, qui présente un petit trait de caractère commun. Martine, si vous voulez bien, je résume parce que j'ai votre histoire sous les yeux. Oui. En fait, votre ex-mari vous a fait vivre la même chose. Exactement la même chose. Oui. Mais au bout de 30 ans, c'est lui qui est parti du jour au lendemain. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti justement. Moi, pendant des années, si vous voulez, il était très sportif, donc il a fait sa passion. Tous les dimanches, il n'était jamais à la maison. Donc, il faisait du vélo, mais donc tous les dimanches, il partait. Il a commencé à partir, il partait le matin. Bon, les premiers temps, il rentrait à midi, il mangeait avec moi. Puis petit à petit, il rentrait à 2h. Après, il rentrait à 3h. Après, c'était 4h. Une indifférence qui s'installait. Disons que l'indifférence, on avait quand même, si vous voulez, encore des rapports hommes-femmes, mais petit à petit, ça s'est dégradé. Si vous voulez, ça s'est dégradé. Moi, j'ai 60 ans maintenant, ça s'est dégradé à peu près à la cinquantaine, vous voyez. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a 10 ans à peu près, comme ce que racontait Héloïse. Si vous deviez donner un conseil à Héloïse, qu'est-ce que vous lui diriez? Si je devais donner un conseil, je ne sais pas comment elle s'appelle. Héloïse. Moi, je pense que cette dame perd son temps. Elle perd son temps avec ses Mais je crois qu'elle le sait. Oui. Et je pense que là, elle va rater je ne sais pas quel âge elle a. 63. 63. Il lui reste encore quelques années. Très belles années. Elle n'est pas vieille, elle a mon âge. On peut refaire ça. Bon, moi, je ne l'ai pas refait, parce que j'aimais beaucoup mon mari. J'étais vraiment, si vous voulez, j'étais un peu conditionnée par lui, parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça. Oui, enfin, vous n'avez pas pour l'instant, parce que la vie est longue, pour l'instant, vous n'avez pas encore retrouvé de compagnon. Non, parce que ça a été très dur. On a eu un divorce très conflictuel, parce qu'en même temps, il aurait voulu me déposséder de ce que j'avais. Avant de partir, si vous voulez, il s'est fait suivre par une psychothérapeute pendant 2 ans, en me disant qu'il était malade. Enfin, il m'a joué des tours pendables, mais j'ai su par la suite qu'il avait quelqu'un. Et c'était, si vous voulez... mais il ne voulait pas partir. Il est resté pendant 2 ans avec moi sans En fait, il est parti quand il a été prêt. Il n'est pas parti, c'est moi qui est obligée de demander le divorce, parce que moi je ne voulais pas le demander parce qu'après tout c'était lui qui voulait plus rester avec moi et je voulais pas lui donner ce plaisir et je tenais à lui aussi et si vous voulez, il me tenait par ça en me disant je suis pas bien, je fais une psychothérapie, peut-être que je resterai, peut-être que je resterai pas, mais finalement, Martine, vous voulez, il a pardon de vous interrompre. Pardon de vous interrompre, on se recentre. Si vous deviez donner un conseil, un seul, à Héloïse, qu'est-ce que vous lui diriez? Écoutez, moi, si je devais donner un conseil à Héloïse, je lui dirais que cet homme n'est pas pour elle. Il l'a fait souffrir moralement parce qu'elle tient beaucoup à lui. Je me compare à elle, elle tient beaucoup à lui et je pense qu'elle ne devrait pas rester avec ce monsieur. Ça sera très dur parce que je ne vous cache pas que j'ai vécu l'enfer. Je tenais beaucoup à mon mari. Et... Je ne crois pas que je tienne encore à lui. On se dit ça, moi je pensais non plus ne pas y tenir. Et quand il est parti, le jour où il est parti, ça a été un soulagement. Pendant 3 jours, j'ai fait que dormir parce que j'étais épuisée de cette situation. Mais après, c'est très dur à vivre parce qu'après, si vous voulez... c'est l'absence de quelqu'un. Mais si vous aviez, par exemple, une amie... Oui, c'est le vide. Si vous aviez une amie ou des enfants, moi, je sais que si j'avais mes enfants sur le même palier ou si j'avais une amie, je vous assure que, d'abord, je me retrouverais tellement valorisée. J'ai pu faire cet acte. J'ai pu poser un acte d'adulte. Mais en fait, c'est le vide. Oui, c'est le vide. C'est le vide. Mais c'est le vide, mais pas de lui. C'est le vide de. Le vide tout court. Le vide tout court. Mais ça, si vous voulez, le vide, vous allez l'avoir au début. Et puis après, vous allez faire des choses intéressantes. Et voilà. Et puis après, vous allez vous retrouver. Et moi, c'est. Voilà, vous moi, avez... j'ai pas refait ma vie, mais c'est un choix. C'est un choix personnel parce que je n'envisage pas. J'envisage pas de ne pas le faire.
C'est ça, si je le quitte, c'est vraiment... Ah oui, pour mais attention, vous essayer pouvez pas dire je quitte un homme pour un autre. Hein. C'est pas un homme, Non, c'est pas un autre homme qui va vous faire exister. Avec l'envie de dire le troisième sera le bon, je ferai attention, mais c'est pas pour dire si je m'en vais, bon ça va, je veux plus d'homme dans ma vie, j'ai assez souffert. Au contraire, non, c'est un autre défi. Enfin, je vais comprendre ce qui n'a pas été et je vais prendre quelqu'un qui me ressemble avec l'espérance. Bien sûr que c'est pas mathématique, je sais pas si je le trouverai, mais j'ai cette espérance chevillée au corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà très bien. Martine, en tout cas, je vous remercie de votre intervention et je vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Héloïse, je pense que vous n'êtes pas très loin de la sortie. Je vous entends parler depuis tout à l'heure. En fait, vous avez surtout, et à mon sens, besoin d'en parler pour vous conforter dans l'assurance que oui, vous allez partir. Et puis, vous avez dit quelque chose d'un très intéressant, c'est que vous ne vous supportez plus comme ça. Donc, c'est ce qui fait que je pense que vous n'êtes pas très loin de la porte. Alors, laissez-moi vous dire que je reçois plein de SMS, donc je vous les livre quelques-uns, bien sûr. Un que je trouve vraiment intéressant de la part de Valérie, et qui dit « Vous n'êtes pas dans le compromis profitable à tous les couples, mais dans le sacrifice, pensez à vous ». Un autre de la part de Janine qui dit « Je pense qu'au fond, il vous méprise. » Et peut-être, moi j'ajouterais « Vous méprise-t-il de rester ?» Oui, je pense. Voilà. Ouais. Un autre qui dit « Le sacrifice ne fait pas vivre. » Non. Et puis, l'amour existe toujours pour tout le monde. Ça, on le sait. Oui. Donc, c'est même l'idée de base qui fait que vous pourriez vous en aller. Sûr, hein. Voilà. Mais bon, je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaissent. Michel qui dit « Je me retrouve beaucoup dans les dires de cette dame. » Donc, vous suscitez une émotion. Et quand même, un petit message. Et là-dessus, j'attire votre attention. Vous attendez beaucoup des autres. Ah, ça c'est sûr. Vous attendez beaucoup des autres. Ça, oui, c'est mon prof de français qui me le disait à 15 ans, quand j'avais 15 ans, que je faisais mes dissertes et qui me dit ça va vous coûter cher. Ouais, c'est ça. Parce que peut-être que vous êtes un peu trop dépendante affectivement. En tout cas, moi je pense que vous n'allez pas vous supporter longtemps dans cette situation. Donc, d'une certaine manière, vous n'avez qu'à attendre. Et le jour où vous êtes prête, croyez-moi, vous allez le sentir. Et là, vous mettrez 5 minutes. Croyez. Ah oui, tout à fait. Je dois dire que à vous entendre, ce jour n'est pas très long. Hein. Et là, vous allez vous mettrez 5 minutes à quitter ce qui vous semblera, mais vous vous demanderez comment vous avez fait pour attendre aussi longtemps. Aussi longtemps. Oui. Mais écoutez, j'espère. Et tant que vous ne le faites pas, c'est qu'il vous manque le tout petit déclic. Mais personne ne peut l'avoir à votre place. Mais bien sûr. Donc c'est vous et seulement vous. Courage. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Lona. Europe 1. Au revoir, Louise. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes. Et puis nous allons continuer avec Lona. Bonsoir Lona. Oui, bonsoir. Alors ça y est, vous êtes à l'antenne, je vous écoute, racontez-moi. En fait, j'avais envoyé un message. Oui, un mail. Oui. Voilà, oui, un mail. Parce que j'avais besoin de conseils par rapport à la situation de votre de maman. Oui. Parce que je suis triste et je sais pas quoi faire. Quel âge avez-vous, Lona? J'ai 16 ans. 16 ans, oui. Vous êtes une toute jeune fille. Oui. D'accord. Vous êtes en quelle classe? Qu'est-ce que vous faites? En fait, moi, je suis dans un conservatoire de danse. Ah, d'accord. Je fais études et danse. Études et danse, d'accord. Donc, qu'est-ce qui arrive à votre maman? En fait, ma mère est dans une situation très difficile. D'abord par le travail, parce qu'on était à l'étranger pendant longtemps et on est revenu il y a à peu près 2 ans en France, dans le sud-ouest. Et donc, elle a eu beaucoup de difficultés à trouver un travail. Oui. Et elle est, vous savez, saisonnière, parce qu'on habite dans une station balnéaire. D'accord. Donc, elle a déjà du mal à trouver un travail. Bon, elle n'est pas très bien payée. Et là, par exemple, pour le moment, elle vend des bijoux sur des marchés, mais pour quelqu'un.
Et elle travaille presque jusqu'à 17 heures Par jour. Oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'elle part le matin très tôt, après elle revient un peu l'après-midi. Là, elle est partie dans des nocturnes, elle ne reviendra pas avant 1h30, 2h. Elle est courageuse, votre maman. Oui, mais bon, elle n'a pas vraiment le choix non plus. Et bon, avant, elle avait une belle situation, on avait une belle vie. Et là, vous savez, sur des marchés, on est payé au forfait. Oui, alors qu'est-ce qui a fait que sa situation a changé ? Parce qu'on vivait à l'étranger elle vivait avec quelqu'un. Oui. Et ils avaient en Amérique latine un hôtel et quand ils se sont séparés, en fait, on est parti sans rien. D'accord. Donc, comme elle avait des amis ici dans cette région qui lui avaient dit que c'était facile de trouver un travail en saison, parce qu'on est arrivé à Paris, mais à Paris, c'était pas possible, vous voyez, de prendre des logements, tout ça. Il fallait des papiers, c'était très cher. Bien sûr, tout à fait. Voilà, et puis bon, maintenant, moi, je la vois, elle s'est renfermée, si vous voulez, parce que du coup, elle veut plus voir personne, parce qu'elle a très peu d'argent, elle a des difficultés avec tout, quoi. Bon, après, il y a des choses, je sais qu'elle me cache, mais je vois bien qu'elle mange pas, elle mange une fois par jour, enfin, elle est payée. Je comprenais pas qu'elle soit si en difficulté, même pour les factures et tout ça. Et en fait, elle est payée à peu près 4,50 € de l'heure. Oui, c'est pas beaucoup. Non, par rapport à ce qu'elle fait, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ce que moi je comprends pas, et c'est là où je voudrais un conseil, c'est que en fait, du côté de ma maman, mon grand-père est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de maisons, enfin de choses comme ça. Je disais aussi dans mon message que une de mes tantes, donc sa sœur, est directrice de Pôle emploi en région parisienne. Ouais. Et je comprends pas, alors qu'il n'y a jamais eu de dispute ni quoi que ce soit, qu'il ne l'aide pas. Est-ce que vous croyez qu'elle n'a peut-être pas osé leur demander, elle a peut-être eu honte de leur faire part de sa situation ? Non, au début oui, mais là, comme ça va vraiment, l'hiver a été très difficile, elle a pris un travail de 6 mois qui était très très difficile, et elle a fini, oui, par le dire à mon grand-père. Oui. Et rien n'arrive, je comprends pas. Dites-moi, pourquoi vous n'y allez pas, vous ? Parce qu'elle veut pas. Oui, et alors ? Parce qu'elle dit que c'est pas à moi. C'est vrai, c'est pas à vous, mais pourquoi est-ce elle que est en colère en fait maintenant, vous voyez ? Bien sûr, elle leur en veut. Pourquoi vous ne lui écririez pas une petite lettre à grand-papa ? Et je lui dirais quoi ? Que vous êtes sa petite fille, que votre maman travaille beaucoup, qu'elle est courageuse, qu'elle ne se tourne pas les pouces et que malgré tout c'est difficile quand on arrive en France comme ça du jour au lendemain de reconstruire et de trouver une situation, et que ça serait bien s'il pouvait en tout cas l'aider peut-être à retrouver quelque chose, une activité professionnelle qui soit plus gratifiante et surtout mieux rémunérée, que ça vous permettrait de mieux vivre toutes les deux plutôt que de laisser sa fille et sa petite fille dans l'angoisse du lendemain. Moi, il m'aide. Vous voyez, par exemple, moi, je suis dans une école qui est un peu chère. Par exemple, moi, il m'aide. Oui, mais pas sa fille. C'est lui qui paye mes études. Oui, bien sûr, mais à mon avis, il en veut à sa fille de quelque chose. Elle a dû partir vivre cette aventure en Amérique du Sud et il ne devait pas être trop d'accord. Et du coup, maintenant, il lui fait un petit peu payer le retour. Mais c'est cher payé quand même. Oui, parce elle a du mal parce qu'elle avait une belle vie, puis qu'elle faisait des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle était illustratrice de livres pour enfants. Oui, bien sûr. Et le fait d'avoir toute cette séparation, d'avoir tout perdu, de venir vraiment juste avec quelques valises.
Elle peut plus. Moi, des fois, je lui dis, et elle veut plus redessiner, elle veut plus tout ça. Elle est. Ça fait 2 ans que vous êtes revenue, c'est ça? Ça va faire 2 ans bientôt, oui. Vous croyez qu'elle a fait une croix sur sa vie là-bas, le deuil de sa vie là-bas? Non. Pourquoi elle est partie? Elle s'est séparée, mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'y avait plus d'amour entre ces 2 personnes? Beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Et elle supportait plus ça. Donc elle a décidé de rentrer. Oui, Et vous, Lona, vous avez un papa? Oui, j'ai un papa. Et alors? Eh ben, ils sont restés. Ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Ouais. Ils sont restés vraiment amis. Ouais. Et en fait, comme moi, je lui parle parce que le conservatoire est à côté de la ville où il est. Ouais. Et il s'appelle, et je sais que mon père lui dit toujours, mais enfin, demande à ton père, il n'y a pas de raison. C'est pas qu'il n'y a pas de raison, si les parents sont... Enfin bon, quand on met des enfants au monde, il faut pouvoir penser que toute sa vie, effectivement, on peut être appelé à les aider. Moi, je pense que si elle a demandé et qu'il n'a rien fait, vous pourriez insister. Alors pas par téléphone, parce que c'est pas la peine de... J'ai envie de dire de vous ça, vous allez trouver ça humiliant. Moi, je lui écrirai une petite lettre en disant que c'est vrai que vous le remerciez de vous aider dans vos études et que sans lui, vous ne les feriez pas, mais que votre maman, vous vous inquiétez pour elle parce qu'elle est vraiment dans une situation difficile, qu'elle vous a interdit de lui en parler, que donc vous le faites en dehors d'elle, mais que vous trouvez que malgré tout, elle est dans un état de grande précarité et que ça ne peut que vous nuire à toutes les deux et qu'elle est courageuse et que elle fait ce qu'elle peut, mais que vous avez énormément de mal à vous en sortir. C'est-à-dire vous dites la vérité, vous êtes sincère. Et puis, tant qu'à faire, puisque vous y êtes, là par contre, vous pouvez peut-être passer un petit coup de fil à votre tante qui est directrice de Pôle emploi en lui demandant si elle n'aurait pas quelque chose pour sa sœur. Oui. Ça, parce qu'elle est quand même... Maman, ça va un peu fâchée après moi, parce que des fois, elle le dit. Vous savez quoi? Elle sera fâchée, ok. Elle va se fâcher, elle va se fâcher 5 minutes, elle va se fâcher 1 heure, elle va se fâcher peut-être même 1 semaine. Et après, et alors? Si tout ça, c'est pour aboutir à quelque chose, c'est pas grave de se fâcher. Attention, je ne suis pas en train de chercher à ce que les familles se disputent. Mais non, mais on s'aime beaucoup. Elle sera de pas toute façon, très fort. Elle sera pas fâchée longtemps, elle saura bien que c'est pour l'aider, etc. Mais vous pourriez dire, bon, vraiment, elle ne trouve rien, elle travaille, elle n'est pas payée beaucoup, c'est pas qu'elle ne fait rien. C'est-à-dire que vous insistez là-dessus en disant, elle prend ce qu'elle trouve et ce qu'elle trouve, elle le fait. Oui. Voilà. Donc, ce qu'elle trouve, elle le fait. Elle n'est pas assise à ne rien faire. Elle est courageuse, elle se bagarre. Donc, est-ce que tu pourrais pas, toi, t'activer un peu et chercher? Parce qu'on aurait une vie meilleure et ça serait plus facile. La vie est dure et ça pourrait être mieux. Donc, ce qui veut dire qu'on doit demander aux gens que les gens ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes en voyant des gens. Quelquefois, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur tire un peu les oreilles et puis ils aiment bien se faire prier parce que ça leur donne le sentiment d'être un peu important, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tant pis. Il faut dans ces cas-là, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, pourquoi ne pas leur demander, mais en les mettant aussi devant leurs responsabilités? C'est-à-dire, on a des difficultés, on se bagarre. Tout seul, c'est difficile, puisque est-ce que vous pouvez nous aider parce que vous en avez les moyens? Et ne pas le faire d'une certaine manière, quand on est une famille, c'est pas bien. Alors, petite question, est-ce que votre papa peut vous aider, vous, dans vos études? À les financer? Oui. Oui, en fait, mon papa voulait m'aider et en fait, un jour... mon grand-père m'a appelé, m'a dit c'est moi qui vais payer le conservatoire. Alors vous savez ce que vous pourriez faire? Vous pourriez peut-être vous mettre d'accord avec votre père, c'est lui qui vous prend en charge et puis votre grand-père s'occupe de votre maman, pourquoi pas? Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Finalement, après tout, on n'a pas besoin de savoir, vous voyez, hein? Oui. Bon, Lona, courage, en tout cas, vous êtes vraiment mignonne. Et vous aussi, vous êtes courageuse et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. Merci. Et n'hésitez pas à les solliciter, ne lâchez pas. Ce que votre mère n'ose pas faire, faites-le à sa place, puisque vous appelez et que vous vous inquiétez.
Oui, d'accord, je vais le faire. Et puis vous me paraissez déjà très adulte pour votre âge. Bon courage en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. On va poursuivre avec Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Oui, j'ai un petit écho. Oui, attendez, je vais essayer de changer de pièce. Ah, ça serait Est-ce bien. que vous m'entendez mieux là? Non, pas du tout. Oh mince, comment ça se fait? Je sais pas, là ça Alors, va, là ça va. Oui. Attendez, je vais sortir sur mon balcon, voilà. Oui. Normalement, ça devrait D'accord. aller mieux là. Allez, on y va. Voilà. Alors moi, je voulais témoigner par rapport à l'auditrice précédente. J'ai allumé ma radio comme tous les soirs sur votre émission et je l'ai prise en cours. Ouais. Je connais pas son prénom, mais je voulais Héloïse. Voilà, oui, c'est ça, Héloïse. Je voulais l'encourager à faire le pas parce que moi, j'ai supporté pendant plus de 15 ans une situation identique, mais bon, dans un contexte un peu différent. C'est-à-dire que moi, mon mari, c'était pas par égoïsme pour le sport, c'est parce il avait des troubles bipolaires et il faisait des séjours très fréquents en HP. Et puis, bon, ça faisait déjà pas mal d'années qu'il y avait plus de vie commune, de projets communs, de vacances communes, de sorties. Et en fait, j'ai tout fait complètement, mais j'avais une peur panique de partir. Et j'ai réalisé que c'était vraiment maladif parce que quand j'étais jeune femme, on va dire, mes parents étaient très stricts, il y avait vraiment beaucoup de difficultés pour moi. Et ils ont tout fait pour me dresser contre le copain que j'avais à l'époque. Et en fait, il m'avait proposé d'aller vivre avec lui, mais je n'arrivais pas déjà à ce moment-là à les quitter. J'étais malheureuse comme une pierre. Ah oui. Mais je ne m'expliquais pas pourquoi. Et en fait, après, j'ai fait des thérapies. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui s'appelle la dépendance affective. Donc, c'est une peur comme de sauter dans le vide, quoi. On se donne mille et une raisons de ne pas passer à l'acte. Moi, j'avais peur parce que je me disais, il y avait la question du harcèlement, évidemment. Hein. Je savais qu'il me poursuivrait de partout, qu'il m'attendrait à la sortie du travail, plein de choses comme ça. Mais je veux dire, on se trouve nul et une objection pour ne pas franchir le pas, mais il faut se faire aider par un thérapeute. Oui. Et moi, c'est en me faisant aider par un thérapeute que j'ai réussi à réunir mes forces. Et effectivement, comme vous l'avez dit précédemment à Héloïse, eh bien, à un moment, il y a un déclic, je ne sais pas pourquoi, oui. Mais voilà. Et alors là, ça a duré depuis 16 ans. Et alors, en une semaine, j'ai tout mis en œuvre pour faire le pas, partir, trouver un appartement. Enfin bon, c'était pas simple, j'avais pas de famille qui pouvait m'aider. Mes filles ont leur vie, elles sont encore jeunes, je les ai eues tard. J'avais plus de père, plus de mère, je suis fille unique, j'avais pas de famille, cousins, cousines, tantes, tout ça. J'étais vraiment seule avec le peu de ressources que j'avais puisque j'ai une petite retraite. Eh bien, je me suis dit, tant pis, je préfère manger un crouton de pain et boire un verre d'eau, c'est une image, hein, seule chez moi que de continuer à vivre avec un certain confort, on va dire, mais en ayant l'impression chaque jour, quand je sortais, de rentrer en liberté conditionnelle dans ma zone de prison. Voilà, je me sentais vraiment, C'est ça. Et en fait, vous trouvez beaucoup plus facile à vivre ce que vous vivez aujourd'hui seul que ce que vous viviez à l'époque, alors? Ah je revis. Voilà. Ouais. J'avais l'impression d'aller au-devant d'un cataclysme. Je me disais la même chose. J'arriverai pas à vivre toute seule. Ça va pas être possible. Je vais tourner en rond chez moi. Finalement, pourquoi je partirais vivre toute seule si c'est difficile après? Alors que ce que je vis maintenant, c'est difficile, mais je suis habituée. Mais 1000 fois mieux. Puis vous avez l'impression d'avoir une vie devant vous. Alors voilà. que finalement... Et finalement, mais je remercie le ciel chaque jour d'avoir fait ce pas parce que j'ai une vie difficile. Je suis obligée de faire des tas de petits boulots, mal payés, au SMIC horaire. Mais enfin, c'est un trésor de rentrer en se disant je suis contente de rentrer chez moi. Bon, écoutez, c'est bon de vous entendre. C'est bon de vous entendre et j'espère surtout que Héloïse vous entend aussi. Oh, je pense qu'elle n'a pas dû arrêter sa radio tout de suite. Non, parce que voilà. En général, quand on est dans ce genre d'émission, on va jusqu'au bout. Exactement. Et puis c'est pour ça que les témoignages comme le vôtre sont importants. C'est-à-dire que c'est tellement mieux maintenant qu'avant.
C'est le Mais message. écoutez, il n'y a aucune comparaison. Hein. C'est dur financièrement parce que bon, une petite retraite, c'est pas. Oui. Quand il faut faire face à beaucoup de choses, payer toutes les factures, il reste pas grand-chose après. Mais le peu que j'ai, mais je le savoure comme un vin précieux. Oh, génial. Bon, écoutez, bravo en tout cas pour votre courage, pour votre dynamisme et puis surtout merci de votre appel. Voilà, je vous en prie, Caroline. Merci. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No. Et nous allons continuer avec Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Caroline. Alors vous nous appelez, je crois, au sujet de l'une de vos petites filles. Oui, j'ai appelé il y a 2 jours Oui, tout à parce fait. que je me sens de plus en plus en difficulté. Mhm. Et en fait, ça s'est trouvé être à la fin de l'émission. Et puis après coup, je me suis dit, c'est aussi bien parce que j'étais tellement dans l'émotion que j'aurais certainement pas pu parler. Ouais. Mais ce soir, ça va beaucoup mieux. Bon. Et j'espère que vous allez m'aider parce que j'ai peur de ne pas trouver mes Vous mots. parlez alors un tout petit peu trop près de votre combiné. Est-ce que vous pourriez vous éloigner d'1 ou 2 petits centimètres? D'accord. Est-ce que ça va mieux? 10 fois mieux. Alors, j'ai donc 2 petites filles Oui, c'est qui ça. sont beaucoup plus grandes que moi. Elles ont la première à 16 ans, la deuxième à 14 ans. Mhm. La première est brillante, elle est très très en avance sur son âge sur le plan scolaire. La deuxième est anormale dans le sens où elle est de son âge à l'école, mais aussi avec beaucoup de succès. Mhm. La première a eu des difficultés de l'ordre de l'angoisse, de ne pas y arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, il y a 2 ans. Et ça s'est passé à peu près l'année dernière au moment de Noël. Mhm. Et puis, comme par hasard, 2-3 mois après, c'est celle qui est la deuxième, qui a eu des problèmes avec la nourriture. Elle a commencé à arrêter de se nourrir. Elle a beaucoup elle a pas beaucoup Un tout petit maigri peu parce plus qu'elle loin est- de votre combiné, Geneviève, sinon la liaison est D'accord. brouillée. Ah, excusez-moi. Ça va là? Oui. Alors, elle était en fait anorexique. Non, on ne peut pas Elle savoir l'est. encore. Elle l'est Oui. devenue. Peut-être. Ouais. Peut-être, oui, je ne sais pas. Et moi, je la sentais en très, très grande difficulté. Et je l'ai toujours aux vacances, parce qu'elles sont de l'autre bout de la France, donc je les ai aux vacances en général. Et je me suis bien rendu compte qu'elle triait ce qu'elle devait manger. Enfin, elle était devenue Elle est extrêmement- sélective. Voilà. Mais qu'elle était aussi très angoissée. Elle avait des peurs, elle se sentait mal. Alors, je l'ai incitée à parler à sa mère pour pouvoir peut-être aller voir un psychologue ou un psychiatre. Bien sûr. Ce qui était hors de question. Pourquoi? Et parce qu'elle elle disait que c'était un mauvais moment passé, que ça allait bien s'arranger. Ça, la mère ou la fille? La fille. Ouais. La petite. Ouais. Et puis, à la rentrée de l'année dernière, c'était pas brillant. Elle marchait très très bien à l'école, elle était perfectionniste. Mais je la sentais, quand même, me téléphone souvent, je sentais de plus en plus mal. Et puis, en novembre, ça s'est aggravé à la maison, même avec ses parents. Là, elle a fait une crise d'angoisse assez terrible. Et j'ai pu en parler à ma fille en lui disant qu'il fallait absolument lui venir en aide. Il fallait la montrer à un médecin, enfin essayer de faire quelque chose, parce que c'était ne pas l'aider quand même. Et puis
Elle a eu l'impression moi j'ai eu l'impression qu'elle découvrait à quel point c'était grave. Donc elle est allée voir son médecin qui lui a proposé de voir une psychologue. Donc elle est allée voir quand même la psychologue. Mais la petite a verrouillé. Elle ne lui dit rien. Elle n'a rien à lui dire. Elle ne veut pas... Elle la voit seule ou elle la voit avec sa maman ? Non, elle la voit seule. Alors comment vous savez qu'elle ne lui dit rien ? Parce qu'elle m'en parle de temps en temps. Et c'est là où ça devient un problème, parce qu'elle me dit beaucoup de choses. Et je lui dis, mais tu devrais en parler à ta psychologue. Moi, je peux pas. Je peux t'aider dans le sens où je suis là, je t'aime, je suis présente. Mais la maladie, si tu as une maladie qui se soigne, forcément, c'est pas moi qui te donnerai les clés de ça. C'est plutôt la psychologue. Et elle pense que non, elle ne veut pas parler. Oui, mais elle a 14 ans, qu'est-ce qu'elle sait, la petite ? Comment ? Elle a 14 ans, elle n'est pas bon juge. Bah, bien sûr, mais moi je sens que finalement, c'est moi qui vais avoir besoin de quelqu'un, parce que je vois que ses parents c'est pas qu'ils ne l'aident pas, parce que... Est-ce que vous pensez que les parents sont dans le déni ? Comment ? Est-ce que vous pensez que ses parents sont dans le déni ? Oui. Par contre, elle leur mène la vie dure. Hein. Je pense que elle est très souvent acerbe avec eux. Elle fait des colères. Elle est mal, quoi. Elle est mal. Mais ma fille me dit, mais ça va se passer. C'est l'adolescence. Elle a beaucoup maigri. Comment ? Elle a beaucoup maigri. Est-ce qu'elle vous... Alors attendez, Geneviève, si vous voulez bien, là j'entends ding 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 la petite musique. Ça veut dire qu'on va devoir s'interrompre quelques instants, le temps du journal. Ce que je vous demande, c'est de rester en ligne avec nous. Vous ne raccrochez pas, je vous reprends tout de suite après. Vous écoutez Europe 1, il est minuit et le journal vous est présenté par Florence Thomaso. Bonsoir Florence. Voilà, on se retrouve donc pour notre deuxième heure de Libre Antenne 3921, notre numéro d'appel. Alors, libre, ça veut dire qu'on parle, qu'on débat de tous les sujets qui vous intéressent et surtout de ce qui vous affecte plus particulièrement, de ce qui vous touche de très près. Je suis à votre écoute, on est ensemble jusqu'à 1h, donc vous pouvez appeler et poser éventuellement toutes les questions qui vous agitent. 3921, notre numéro d'appel. Vous pouvez également intervenir par SMS en composant d'abord le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. Et bien entendu, j'attends vos mails sur notre site europe1.fr. Juste avant le journal, nous étions avec Geneviève. Je résume un tout petit peu pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route. Geneviève est la grand-mère de 2 petites filles qui sont sœurs, n'est-ce pas Geneviève ? Oui. L'une de 16 ans, l'autre de 14 et la deuxième, celle qui a 14 ans, donc commence à donner des signes évidents de troubles alimentaires, sélectionne la nourriture et en même temps, elle est très difficile avec ses parents. Et vous pensez Geneviève que ses parents sont plutôt dans le déni de la situation? Je le crois, oui. Parce que j'ai toujours peur de me mêler de ce qui me regarde pas, donc c'est toujours par petites touches, je finis par dire, mais tu sais, peut-être que tu devrais la montrer. Ou... Bon. Oui, mais quelquefois les petites touches, vous savez, il faudrait être un peu plus insistante, dire que vous vous inquiétez réellement pour elle, que vous l'avez souvent au téléphone. Alors, ce qui est important, est-ce qu'elle est réellement aujourd'hui en sous-poids? Oui. Pour 1m75, ça c'est le poids du mois de mars, parce que quand elle vient, je cache mon pèse-personne, puis elle a toujours un prétexte pour aller dans ma chambre. Et donc, et j'étais présente, donc j'ai su quel poids elle faisait. Elle faisait 46,3 kg. Ah oui, elle est réellement en sous-poids. Je crois que là, ça relève carrément du stade médical, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ne pensez pas que ce serait au médecin de famille, éventuellement, s'il y en a un? La mère est allée la ramener chez le médecin une autre fois, et qui lui a dit que en fait, elle
elle faisait de la dépression. Ouais. Donc bien il sûr. aurait fallu la montrer à un pédopsychiatre. Oui, mais un pédopsychiatre. Oui. Et donc elle a fait une demande pour Lille parce que là où elle est, il y a un seul psychiatre et il est très très pris, il peut pas la prendre. Et la demande a été refusée parce qu'elle n'a pas 18 ans. Donc la solution était de descendre sur Paris, à la maison de Solène, mais peut-être qu'il y a une autre solution. Mais en fait, je me rends compte que ma fille attend. Là, ils sont partis en vacances ensemble, bien sûr, en famille, à l'étranger. Mais la veille du départ, ma petite fille m'a appelée et m'a dit toute son angoisse de retourner à l'école. Elle veut pas rentrer en 3e parce que ça a été trop dur la dernière année. C'est pas la 3e qui lui fait peur, c'est le fait de vivre mal. Le fait de grandir, Geneviève, le fait de grandir, de voir un corps qui se transforme. Alors moi, voyez-vous, ce que je me pose comme question, c'est que l'aînée aussi a manifesté des troubles, elle a eu des angoisses. Oui. Quelle est la situation des parents ? Des parents qui sont tous les deux brillants dans des domaines différents. D'accord. Et je pense que du côté paternel, la réussite sociale est très importante. Oui. Peut-être moins maintenant parce que quand on discute, moi j'ai une situation sociale très simple. Oui. Et on discute beaucoup et je pense que ça devient moins important. Puis en fait, avec la conjoncture, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent, qui relativisent un petit peu les choses. Et ma fille est moins comme ça, mais elle a aussi fait des études importantes. Et puis réussir à l'école, c'est important. Je pense que ça a joué dans le mal-être de l'aîné. Oui. Et est-ce que la situation entre le papa et la maman ce sont des parents qui s'entendent bien ? Non. Ah. Il y a des conflits familiaux ? Il y a beaucoup d'écart d'âge entre les deux et je pense que... Oui, ça peut jouer. Je pense que ça peut... pas l'âge, mais je pense qu'il y a certainement des disputes de temps en temps. Mais bon, qui ne se disputent pas. Disons que c'est pas un mariage lisse. Oui, d'accord. Bon, bien sûr, il y a toujours des soucis. Mais ils ont des projets, ils ont... Oui, voilà, c'est-à-dire que le ménage vit quand même. D'accord. Écoutez... Et moi, le problème, bien sûr, c'est ma petite fille. Mais... non, mais elle peut être... Vous savez, quelquefois, il y a ce qu'on appelle des enfants symptômes, c'est-à-dire que l'enfant est porteur du mal-être familial, et c'est lui voilà, et c'est lui qui en accuse les symptômes, et c'est lui qui prend d'une certaine manière la maladie à sa charge, et qui dénote d'un certain malaise. J'ai pensé à une chose. C'est que peut-être que ses parents attendaient qu'elle soit grande pour se séparer, peut-être. Et puis elle veut pas grandir. Et elle veut pas grandir pour... c'est quelque chose. Oui. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on conseille, c'est que l'enfant soit plutôt extraite du milieu familial. Est-ce que votre petite fille, on ne sait jamais, je pose la question à tout hasard, pourrait venir vivre avec vous ? Ah, ce serait très mal pris par la famille. D'accord, donc c'est inenvisageable. Par contre, on me la confie très facilement, mais vivre avec moi, ce serait... Je pense que ce serait très mal pris dans la mesure où ils se sentiraient comme dépossédés de leur enfant. Ouais. Alors écoutez Geneviève, je crois que effectivement c'est urgent que cette petite jeune fille consulte, mais ce n'est pas vous que je dois convaincre. Vous avez parlé de consulter à Paris, vous avez évoqué la maison de Solène. Il n'y a pas que cet établissement qui soit éventuellement apte à recevoir ce type de problématique. Vous avez aussi l'Institut mutualiste à Paris qui est très bien pour ça. Sachez-le. À tout hasard. Le souci, c'est que je me demande quelle est ma place dans tout ça. Écoutez, je me sens très très proche d'elle. Là, on parle de non-assistance à personne en danger. Donc, si vous ne le faites pas. Oui.
Hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, je me demande même si ça ne va pas être à mon tour d'avoir besoin d'aide parce que ça me rend malade, quoi. Oui, bien sûr, mais ça, je le comprends. Toujours peur de mal faire quand elle m'appelle. Ouais, mais non, vous faites bien, mais je crois qu'il est important, non pas de parler à la petite, parce que la petite n'est pas capable elle-même d'évaluer son trouble, mais je crois que peut-être une bonne conversation de fond avec et la mère, et pourquoi pas le père, pourquoi pas le père, en disant je me permets, je sais bien, je ne veux pas me mêler, je ne veux pas m'immiscer, mais moi je m'inquiète énormément pour elle, elle est en sous-poids, peut-être que vous ne l'avez pas vue, ou peut-être que pour des raisons vous êtes tellement inquiet qu'on laisse ça de côté en pensant que ça s'arrangera. Là je crois qu'il y a une véritable urgence à ce qu'elle soit prise en main médicalement. Il s'agit même plus on va pas parler de troubles, d'aller voir juste une psychologue, mais effectivement, vous avez raison, c'est un pédopsychiatre. Pédopsychiatre. Alors, oui, il y a la Maison de Solène et il y a aussi l'Institut mutualiste à Paris. L'Institut psychiatrique, qui est très bien pour ça. Et puis, n'hésitez pas, vous, à consulter, parce que vous avez besoin d'en parler. C'est beaucoup pour vous, c'est une lourde charge. Oh, j'ai l'angoisse qui me prend quand je pense à elle, c'est assez terrible, quoi. Ouais. J'ai peur de ce qui peut lui arriver. Elle me dit des fois, je m'en veux d'exister, je m'en veux. Qu'est-ce que je peux répondre? J'écoute. Ouais, je m'en veux d'exister. Peut-être que vous avez mis le doigt dessus. Peut-être que cette petite n'a pas envie de grandir parce qu'elle sait que lorsqu'elle va grandir, il y a un risque de séparation. Ou en tout cas, elle l'imagine. C'est son fantasme. Oui. C'est son fantasme. Mais elle n'a peut-être pas tort non plus. Je sais pas. Mais c'est... Ouais. Écoutez, intervenez le plus vite possible. N'ayez pas peur. Même si vous vous faites envoyer, promener sur les roses, c'est pas très grave. Vous avez une fille, vous n'allez pas la perdre pour autant. Et tout ça, ce n'est que par souci pour votre petite fille. Donc, aidez-la. Oui. Écoutez, bon courage, Geneviève. Rappelez-nous pour nous donner des nouvelles éventuellement. Oui, d'accord. Je vous remercie de votre confiance et de votre appel. Merci. Au revoir. Maintenant, nous allons poursuivre avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline. Je suis très heureux de vous parler. Oui, moi aussi. Voilà, je me permettais de vous appeler parce que je vis avec mon compagnon. On se connaît depuis 20 ans. On vit ensemble depuis 18 ans. Oui. Et depuis, c'est vrai, à peu près, on va dire un an et demi, il m'arrive le fait que tous les deux, on a un manque de désir l'un pour l'autre. Donc, je sais que c'est quelque chose qui arrive dans tous les couples. Oui. Soit homme, femme. Tout à fait. Et donc, ça fait... Donc, on en a déjà parlé. C'est vrai que je ne souhaiterais pas, ni lui, qu'on ait, une double vie comme ça peut arriver dans pas mal de couples. Et donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je pourrais faire et lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour effectivement rallumer le feu qui peut-être s'est éteint, soit par la routine, soit par la fatigue. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'installe sans qu'on s'en rende compte. Tout à fait. On fait l'amour moins souvent, on est fatigué, on se couche le soir, on est fatigué. Il y a aussi le fait peut-être que lui on n'a pas envie de faire de câlin au même moment. L'un a peut-être plus envie de faire le soir, l'autre plus le matin. Et donc voilà, ce manque de désir s'est installé en nous malgré que on ait des sentiments très forts l'un pour l'autre, qu'on s'aime, puisque ça fait 20 ans qu'on se connaît, on vit ensemble depuis plus de 18 ans maintenant. Et donc là, je suis dans une impasse. Je ne sais pas trop comment m'en sortir. Est-ce qu'il faut aller consulter? Est-ce qu'il faut
mettre du piquant dans la vie. Mais c'est quoi mettre du piquant dans la vie? C'est facile à dire. Mettre du piquant dans la vie, moi je sais que j'ai des couples hétérosexuels autour de moi qui soit vont dans des clubs libertins, soit vont dans des lieux échangistes, soit font ça à plusieurs. Bon, nous, on n'a pas trop envie de rentrer dans ces... il faut être prêt à passer ce cap, hein, c'est un Exactement. cap. Ouais. Or, d'après ce que je comprends, si vous êtes en couple ensemble depuis une vingtaine d'années, on va dire, c'est que ce que vous préservez l'un et l'autre, d'une certaine manière, c'est aussi votre intimité. Donc voilà, ça... mettre du piquant, il faut le sentir hein, pour aller dans ces endroits-là. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le piquant. Je suis pas sûre que ce soit ce qui puisse raviver la flamme. Ça peut aussi carrément, et c'est un risque, vous éloigner définitivement l'un de l'autre. Là, pour le coup. En revanche, ce qui est bon, c'est de partir ensemble en vacances, de pouvoir, quand on arrête de travailler, se dire voilà, on prend une semaine, 15 jours, ou bien, même si c'est n'est pas possible, un week-end rien que pour nous, et à ce moment-là, pas forcément passer à l'acte sexuel, mais prendre le temps d'être l'un avec l'autre, de parler, parce que moi je pars du principe que le désir comme ça brut existe seulement au début. Après, ce qui recrée le désir, c'est la communication, c'est la parole, c'est l'échange. Or, quand est-ce qu'on a le temps de parler, finalement? Après, vous l'avez dit vous-même, quand on se retrouve le soir, on est fatigué, on n'a pas envie des mêmes choses au même moment, même si vous programmez éventuellement une sortie, vous savez bien comment ça se passe. On rentre après la sortie, on est fatigué, il se passe pas grand-chose de plus. En revanche, je crois à la coupure. Je crois à la coupure parce que c'est ce qui permet réellement de déconnecter. C'est vrai, on a plus le temps, on se retrouve, on a plus le temps de parler, de se reposer. Déjà, on est moins fatigué, on est plus reposé, on vit à un rythme plus lent. Donc on est plus à l'écoute de son corps aussi, je pense. Oui, mais c'est pas forcément être à l'écoute de son corps. Je crois que le désir, c'est quelque chose de très subtil, qui ne vient pas seulement parce qu'on voit le corps de l'autre. Il vient de tout l'autre, donc de ce qu'il vous dit, de ce que vous percevez de lui, d'un regard, d'une façon de bouger, de gestes. Voilà. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se voir et de se regarder à nouveau. De se regarder. C'est-à-dire ne pas se voir avec les yeux de l'habitude. Bien sûr. Ne pas se livrer. Vous voyez, c'est vrai que quand on est l'un et l'autre plongé, absorbé dans des tâches quotidiennes, l'autre perd de son caractère excitant. Bien sûr. Alors que quand vous le voyez dans un autre lieu, dans un autre cadre, d'un seul coup, c'est différent. Et puis, si par hasard il vous arrive de sortir ensemble en société, peut-être que vous pourriez vous le regarder comme si vous aviez en face de vous un parfait inconnu et vous demander ce que les autres voient et perçoivent de lui. C'est ça, ne pas vous situer dans le rôle du partenaire, du conjoint habituel, de celui avec qui il rentre tous les soirs. Regardez-le exactement, posez-vous la question mais au fond, comment les autres sont en train de le voir là précisément à cette minute-là? Et vous allez voir que vous allez capter, sentir quelque chose de lui qui vous échappe d'habitude. D'accord, oui, effectivement. Mais le piquant... Vous voyez ce que je veux dire, le piquant. Le piquant peut être bon sur le moment, mais après, sur du long terme, je ne crois pas que ça puisse être quelque chose de bon. Non, c'est un mode de vie. Vous voyez, c'est un mode de vie qui peut devenir un écueil. Bien sûr, je suis pas là pour vous donner des autorisations ou poser des interdictions. Vous l'avez bien compris. Mais je pense surtout que si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, c'est que vous n'êtes pas dans cette sensibilité-là. Non, on l'a pas fait. Non, mais quand je disais piquant, c'était occasionnellement. C'était pas se lancer là-dedans comme certains couples le font en y allant tous les week-ends. Vous voyez ce que je veux dire? C'était histoire de rallumer un peu le feu pour voir si ça... Ça peut l'éteindre. Moi, je pars du principe que si on l'a pas fait, ça peut l'éteindre. C'est ce qui peut finalement, ça provoque, et je mets souvent en garde contre ça, un choc émotionnel qu'on ne soupçonne pas. Par contre, ce que vous pouvez, c'est en parler
C'est-à-dire faire exister ce fantasme, parce que ça peut être intéressant. Exactement. D'accord. Donc vous pouvez toujours l'évoquer, parce que j'imagine que malgré tout, même si ça s'espace, vous avez des relations. Bien Donc ne pas hésiter à imaginer des scénarios. Tout à fait. Effectivement. Ouais. Et on va attendre les vacances et mettre ça en place alors. Je compte sur vous. Et puis rappelez-nous pour nous dire si finalement tout ça a eu un écho. Avec plaisir, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne chance, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et tout de suite, maintenant, Frédéric avec nous. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Attendez, je coupe le haut-parleur, ce sera plus simple. Bonne idée. Bonsoir Caroline. Alors moi j'avais un souci qui se pose au sein de ma famille depuis le mois de mars à peu près. Je me suis séparée de mon mari au mois de septembre. On a posé les choses et j'ai récupéré un appartement qui avait été entièrement soldé antérieurement et dans lequel vivait ma mère depuis une dizaine d'années. Et au moment de cette séparation, j'ai posé le fait que je pourrais difficilement m'en occuper toute seule, sachant que j'ai une petite sœur qui vit en couple, qui est mariée, qui a une fille et qui gagne aussi sa vie. Donc je lui ai demandé au mois d'octobre de m'aider à hauteur d'environ 600 € par an pour garder cet appartement de façon à ce que ma mère, qui l'avait choisi, n'ait pas à déménager. Oui. Voilà. Et puis, lors de cette demande, j'ai été confrontée à un refus total et absolu de la part de ma sœur, qui m'a un petit peu surpris, voire même beaucoup, et qui m'a positionné de fait que j'étais dans l'obligation de me dire je vais assumer en totalité, c'est pas grave, je vais faire des efforts de mon côté. Et de son côté, ma petite sœur a mis en place une espèce de pression psychologique sur ma mère pour que celle-ci parte de cet appartement de façon à ce que je puisse le récupérer en intégralité et puisse le mettre à la vente. Et j'étais évidemment en désaccord total vis-à-vis de cette décision. Je l'ai exprimé à ma mère et à ma sœur, leur disant que ça me paraissait pas une bonne solution, que d'une façon ou d'une autre, que moi à 40 ans, j'étais capable de travailler pendant encore pas mal de temps, qu'il n'y avait aucune raison que ma mère quitte cet appartement, sans raison majeure, et que ça me paraissait pas indispensable. Mais en fin de compte, ma sœur a eu gain de cause courant janvier et a posé le fait que ma mère allait emménager dans un autre appartement qu'elle aimait beaucoup moins, puisque le premier, c'était celui qu'elle avait choisi en conscience. Et donc, elle a déménagé au mois de novembre dans un appartement qui lui convenait beaucoup moins bien. Et elle a enclenché au mois de mars un cancer qui était absolument inopérable, qui fait qu'aujourd'hui, elle est en fin de vie. Ah. Oui. Sinon, je vous aurais pas appelé. Ouais. C'était pas rigolo. Enfin, bon. Oui. Ça ne l'est pas. Mais voilà, aujourd'hui, face à ma sœur, auquel je ne décode pas du tout ses réactions, je suis dans le silence absolu, parce qu'il est hors de question pour moi d'enflammer la fin de vie de ma mère, de poser un problème qui, pour le coup, elle aussi a accepté, puisqu'elle a une part de responsabilité dans le sens où elle a dit oui à ma sœur. Je sais plus quoi faire vis-à-vis de ma sœur, parce que j'arrive pas à rétablir le lien avec elle. Attendez, vous êtes fâché avec votre sœur ? Fâché n'est pas le mot. Je mets juste des grands couvercles sur tout ce que j'aurais envie de dire. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Que c'est un ayatollah. Que qu'elle c'est a elle posé qui a des décidé. choses
qu'elle a posé des choses qui étaient difficilement acceptables et que elle s'est érigée, oui, en ayatollah et que seule sa parole est la bonne. Oui, mais vous l'avez accepté contrainte et forcée. Vous n'aviez pas le choix. En même temps, est-ce que vous vivez maintenant dans cet appartement ? Pas du tout. C'est-à-dire que moi, cet appartement, factuellement, une fois qu'il a été que ma mère est partie, je l'ai mis à la vente parce que de toute façon il était vide, j'avais pas les moyens de faire des travaux pour le remettre en location de façon propre et nette, donc je l'ai mis à la vente. D'accord, donc aujourd'hui vous vivez de façon indépendante, etc. Est-ce que là où j'ai l'impression malgré tout que vous trompez, c'est de penser qu'éventuellement c'est ce déménagement qui est à l'origine de ce cancer? Je l'ai fortement pensé, mais je sais qu'il n'est pas à l'origine. Ouais, voilà. Voilà, il faut que je pose les choses avec de l'antériorité, et je sais que c'est pas ça qui a déclenché le cancer, que c'était plus latent. Mais mon souci à moi aujourd'hui, c'est de rétablir une communication avec ma sœur, et j'ai l'impression que c'est littéralement impossible. Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'elle soit dans un engrenage de certitude qui fait que si jamais elle ouvre la porte au doute, il y ait en conséquence des réflexions qui seront extrêmement difficiles à assumer. Ouais. Écoutez, je pourrais vous dire plusieurs choses, Frédéric. D'abord, vous avez dit que votre maman était hélas en fin de vie. Je ne crois pas qu'une dispute organisée là tout de suite avec votre sœur soit une bonne chose. Vous le ressentez bien sûr vous-même. Ça ne veut pas dire que les choses ne doivent pas être dites un jour. Mais là, à cette heure, à ce moment-là, votre mère, elle a besoin de paix, elle a besoin de sérénité. Et c'est pour ça que je mets des couvercles. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, le plus important, c'est d'offrir à cette dame, qui s'en va, le calme, la paix. Et donc, oui, il va falloir, pendant un temps encore, serrer les dents. Et continuer, comme vous dites joliment, de mettre des couvercles. Ce qui n'exclut pas, après, que vous ayez avec votre sœur une bonne explication, une engueulade, une empoignade même, parce que je ne vois pas pourquoi le fait qu'elle soit pleine de certitude vous arrêterait vous dans ce que vous avez à lui dire. J'ai peur que on atteigne des mots qui soient difficilement... Maintenant, il faut savoir une chose. Hélas, votre maman va partir. Je crois aussi que c'est un chagrin immense. Vous ne pensez pas que dans ces moments-là, vous allez avoir terriblement besoin l'une de l'autre. Quels étaient vos rapports avec votre sœur avant ces dissensions ? Précédemment, on était relativement assez proches dans le sens où moi j'avais quitté un foyer un peu dévasté par un divorce assez violent. Je l'ai quitté à 18-19 ans parce que j'étais pas en état d'acceptation de certaines choses et ma sœur était restée. Et on avait gardé un lien assez proche et on était plutôt assez ouvertes l'une sur l'autre. Ouais. Et c'est vrai que cette réaction vis-à-vis pour moi en tout cas basiquement de l'argent, a été une immense claque comme j'imaginais absolument pas. Parce que c'était pour moi pas du tout lié à l'argent, mais à la sérénité de ma mère qui avait choisi cet appartement et qui vivait dedans depuis très longtemps. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. En même temps, elle l'a quitté assez facilement, hein. Elle a su. Alors, elle était coincée entre, évidemment, le fait que cet appartement me revenait de droit du fait de notre séparation, l'idée qu'elle était, certainement qu'elle était du coup un frein à une reconstruction en ce qui me concerne,
Alors que moi, j'avais posé les choses très clairement en lui disant, attends maman, j'ai 43 ans, je bosse, je gagne bien ma vie, j'ai pas besoin que tu partes de cet appartement. J'en ai pas besoin physiquement, je peux me débrouiller sans. Oui, mais en même temps, vous avez demandé à votre sœur de vous aider à hauteur de 600 € par mois. Et je crois que c'est ce qui a fait que votre sœur a pris feu et flamme en disant cet appartement finalement, à part maman qui pourrait être dans un appartement plus petit, personne n'y est, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pas fait, pensez-vous, suffisamment cas de votre mère. Alors bien sûr, pour les siens, on voudrait toujours ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous pensez que votre mère a réellement souffert de quitter cet appartement ? Eh ben, elle l'a intégré au mois de janvier, elle l'a quitté au mois d'avril, puisqu'elle a été hospitalisée pendant un mois et demi. Ouais. Donc ça a été une coupure de 4 mois et un mal-être à vivre pendant cette période, puisque de toute façon, aujourd'hui, elle se retrouve dans un mobile-home. Ouais. Dans un mobile-home ? Dans un mobile-home. Mais comment est-ce possible dans un mobile home ? Ben moi, je vis à 200 km de ma mère et de ma sœur. Et il était a priori pas question pour ma sœur et sa famille d'accueillir ma mère dans cet état. Et on a donc acheté un mobile-home qu'on a mis sur un terrain qui appartient à mon beau-frère. Ah oui, non mais ça c'est un détail qui a son importance. Et on peut pas éventuellement envisager d'installer votre maman quelque part dans une institution où elle serait prise en charge ? C'est tout le sujet de la discussion qu'on va avoir fin août avec le chirurgien pour se poser un petit peu par rapport à ça et savoir exactement quel est le déroulé qui va suivre et si on peut la mettre dans un soin palliatif. Ça me semble indispensable parce que toute seule dans son mobile home, c'est plutôt difficile à vivre, surtout si elle est âgée. Quel âge a-t-elle ? 72 ans. Ouais, et puis malade, si elle se réveille au milieu de la nuit et qu'elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est toute la question. Donc, pour moi, je crois que c'est la première urgence. Mais qu'elle soit dans un appartement, enfin bon, un mobile home, bien entendu, c'est beaucoup moins confortable. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais oui, je comprends mieux les griefs que vous nourrissez à l'encontre de votre sœur, parce qu'effectivement, donc elle vit dans une maison et sa mère est sur le terrain à côté, dans le mobile home. 2 kilomètres. Ouais, ça c'est pas banal. Et la maison elle-même, elle est confortable ? Ah oui, elle est toute neuve. Mon beau-frère l'a refaite quasiment à neuf. Il y a possibilité physique d'accueillir ma mère. Oui, écoutez, je crois que la première des choses, c'est effectivement de la mettre en tout cas dans un centre de soins palliatifs. Vous avez parfaitement raison. Je pense que le chirurgien, si votre maman n'est pas bien, obtempérera assez facilement, surtout si vous lui décrivez les conditions dans lesquelles elle vit. Il ne faut pas les lui cacher. Alors, la dernière conversation que j'ai eue avec ma sœur sur le possible avenir de ma mère était... Sur le possible, pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Sur le possible avenir de ma mère. Oui, d'accord, oui. Donc, elle envisageait de façon tout à fait sereine de laisser passer ma mère l'hiver dans un mobile-home. Ah oui, non mais ça c'est pas possible. C'est inenvisageable. Déjà l'été, je trouve ça enfin voilà. Et excusez-moi, pardon de poser la question, mais vous ne pouvez pas là pour l'instant la prendre avec vous ? Alors c'est pas que je ne peux pas, c'est qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ma mère ne veut pas puisque on est à 200-250 km et elle a tout un cercle d'amis qui n'est pas sur mon lieu de vie actuellement. Ouais, donc elle ne veut pas se couper de son milieu et de ses amis. Exactement. Oui, là je comprends votre colère, mais je crois que votre sœur, elle a besoin qu'on la prenne par les épaules là. Hein. Alors, tout le souci, c'est que donc mon ex-mari et mon beau-frère ont bien essayé plusieurs fois, qu'elle n'a pas voulu entendre, et c'est pour ça que je pose clairement le mot d'ayatollah, dans le sens où elle est perclue de certitude et que... Mais comment elle le justifie, ça, elle dans la maison neuve et sa mère dans le mobile-home sur le terrain d'à côté ? Parce que, pardonnez-moi, mais c'est quand même assez invraisemblable. C'est trop dur pour sa famille. C'est trop dur pour sa famille. D'accord. Mais elle peut pas...
Bon, je pense que la meilleure solution, la plus adaptée, c'est éventuellement, bien entendu, de mettre votre maman d'urgence dans un centre palliatif, parce que pas 2 secondes, il est question qu'elle passe l'hiver dans un mobile home, sans chauffage, avec l'inconfort que ça suppose, surtout quand on est en fin de vie et qu'elle est en phase terminale. C'est cruel. Je peux pas imaginer une seule seconde qu'on puisse arriver à ce genre de solution. Bon, et alors, est-ce qu'on peut imaginer, que avec le produit de la vente de l'appartement, vous pourriez vous louer quelque chose pour votre maman ? Alors moi, du coup, l'appartement est parti, il est vendu. J'ai racheté un bien, mais qui me permet aussi éventuellement, mais pas toute seule, toujours conjointement, sauf que ma sœur, de son côté, avec son mari, ils viennent d'acheter une petite maison. Oui, d'accord, mais je crois que il faut absolument aller prendre votre sœur par les épaules en disant, là on en parlait, c'est non-assistance à personne en danger. Comment est-ce que tu peux, toi, vivre et dormir sereine dans une maison jolie que tu viens de t'offrir avec ton mari confortable et laisser ta mère sur le terrain d'à côté ? Moi, je suis prête à mettre tant, toi, dis-moi ce que tu peux mettre et puis on s'entend. Et voilà, et il n'est pas question 2 secondes que notre mère vivent dans un mobile home. C'est ce que j'avais proposé en tout premier lieu. C'est pour ça que j'avais besoin d'elle au moment où... bien sûr. Oui, mais là... appartement, mais peut-être que vous pourriez tout simplement demander à son mari. Elle a un mari. Donc en disant, c'est pas possible, on peut pas laisser une femme seule, atteinte comme elle l'est, dans un mobile home. Ça a quelque chose d'inhumain. C'est là où je vous rejoins totalement et j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi avec qui je peux échanger assez facilement sur le sujet, qui me rejoignent totalement, et quand je renvoie à ma sœur un espèce d'effet miroir sur lequel je lui dis mais écoute, il y a des choses qui m'échappent, elle me dit mais moi mes amis sont entièrement d'accord avec moi. Oui, mais ça, ses amis à elle, c'est pas le problème, c'est-à-dire que c'est elle par rapport à sa mère. Mais elle est confortée dans le sens où, effectivement, les retours qu'on en a ne sont pas, a priori, aussi dramatiques que je peux les juger. Bon, alors vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez lui parler devant elle au chirurgien en disant « Je serais prête à prendre un appartement avec ma mère, j'ai besoin financièrement que ma sœur m'aide. » Parce que pour l'instant, ma mère vit dans un mobile home à 2 kilomètres de la maison que ma sœur s'est fait construire. Voilà, vous le dites devant le chirurgien. Devant le chirurgien, cash ? Oui, cash, oui, bien sûr, devant le chirurgien, pour qu'il comprenne la situation. Et là, on va voir ce qu'elle en pense. On a rendez-vous le 24 août. Eh ben, c'est pas si loin. Dans un mois. C'est juste une situation pour laquelle, pour le moment, j'arrive pas à résoudre. Bien sûr, je vous comprends. Non, mais je l'avais pas entendu comme ça. Je croyais qu'elle était juste vous aviez parlé d'un logement plus petit. Un logement plus petit, pour moi, c'est un vrai logement. Un mobile home, c'est quelque chose de précaire. Je veux dire, on peut passer éventuellement un petit mois dedans quand on est en vacances et qu'on est sur la route et qu'on passe quelques jours sympas avec ses enfants. C'est pas un lieu où on met une dame de 72 ans qui est en phase terminale. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais visiblement, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec ma petite sœur. Ouais, ça c'est rien de le dire. Je crois qu'il faut en parler carrément devant le chirurgien en disant voilà, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que donc il faudrait, je crois, mettre notre maman dans un centre de soins palliatifs parce que pour l'instant le mobile home ça va pas aller. Moi, je suis prête à la prendre chez moi, mais ma mère tient à rester avec ses amis et ma sœur ne veut pas la prendre chez elle. Donc qu'est-ce qu'on a comme solution ? Et puis éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est aussi peut-être aller voir une assistante sociale. Alors, du fait de la distance, c'est vrai que j'étais pas en gestion directe avec le souci. Et j'avais dit à ma sœur, mais va voir une assistante sociale, c'est pas possible. Il doit y avoir des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Mais oui, demander des aides ou quelque chose comme ça, normalement. Mais c'est le principe, ce sont des centres de soins palliatifs. Elle peut pas rester seule. Voilà, elle peut pas rester seule. Donc, vous ne pouvez pas du tout bouger. C'est assez compliqué pour moi. Vous travaillez ? Ma vie professionnelle tourne autour de mon lieu géographique, donc c'est assez compliqué pour moi. Ouais. Bien sûr, et puis vous avez besoin, si vous avez une activité professionnelle, vous avez aussi besoin, vous, de cet argent pour vivre. Pour le coup, séparé, là, une fois, on se pose plus de questions. Mais oui, j'ai bien compris. Écoutez, je crois que le mieux, c'est de parler carrément devant le chirurgien, cash, comme vous dites, parce que sinon, de façon à ce qu'elle
puisse prendre conscience. Peut-être aussi qu'elle est dans le déni, si vous voulez, le fait de c'est pas possible autrement, elle veut pas voir que votre maman est aussi gravement malade et que elle ne peut pas le supporter, ce qui amène à deux solutions totalement extrêmes. Mais je peux pas imaginer qu'on mette sa mère dans un mobile home sur un terrain à côté et qu'on vive soi-même dans une maison confortable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bah, je vous assure que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Bon, alors, on va faire autrement. Est-ce que vous-même, toute seule, avec juste vos moyens, vous n'auriez pas la possibilité de lui prendre un logement, même minuscule, mais on va dire en dur? Dans la région où vit ma mère, on tourne autour des 400 €. Donc je peux en assumer la moitié. Mais toute seule, la totalité, non, ça va pas être possible. Ouais, je crois qu'à un moment donné, il faut le dire devant le chirurgien. Et puis, sinon, il faut effectivement en parler à votre sœur en disant qu'elle va le regretter toute sa vie, que c'est inhumain de laisser sa mère dans des conditions pareilles, et que ça a quelque chose de totalement immoral, et que là, pour le coup, c'est effectivement non-assistance à personne en danger. Voilà. C'est toute ma problématique, c'est d'arriver à faire entendre... Non, mais là, j'avais pas compris que c'était à ce point. Donc, je pense qu'effectivement, on peut pas remettre à plus tard le fait de s'expliquer. Je crois qu'il faut, c'est non pas s'expliquer, mais lui imposer. Et si pleine de certitudes soit-elle, vous avez aussi les vôtres, et j'ai l'impression que les vôtres sont plus empreintes d'humanité que les siennes. C'est ce que je me dis dans mon discours, mais ce que j'arrive pas à trouver, c'est les clés d'entrée pour entrer dans la force. Ouais. La force. Parlez devant le chirurgien, il faut qu'elle ait honte. Je la mettrai face dans ce cas-là. Il faut qu'elle ait honte. Puisqu'elle l'assume et qu'elle trouve qu'avec ses amis, c'est tellement formidable, elle va pas avoir peur d'en parler devant le chirurgien. Je vous avoue que depuis le mois d'octobre, j'ai très peu de contacts directs et francs avec ma sœur. Vous la prévenez, hein, vous lui dites, écoute, on va poser clairement les choses devant le chirurgien, on va lui en parler, on va lui demander ce qu'il en pense. Voilà, vous la prévenez. Comme ça, on va voir ce qu'elle vous dit. Non, mais c'est une bonne idée, effectivement. Je pense que je vais poser les choses et puis au moins ça sera clair. Ouais, voilà. En disant, moi, je vais poser exactement les choses devant le chirurgien, je vais lui expliquer très clairement quelles sont les conditions de vie de notre mère et je vais lui demander ce qu'il en pense et s'il peut éventuellement soit lui trouver un centre palliatif ou sinon quels sont les recours puisque tu ne veux pas participer financièrement. Quels sont les recours que nous pouvons avoir? Il va nous indiquer la marche à suivre puisque toi tu dois payer ta maison. Hein? Voilà. Bonne chance à vous, Frédéric. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Far away, far away, far, far away. I wanna go someday, someday. Je ne sais pas si je vais y aller, dans ma tête ou avec mes pieds, mes pensées posées sur l'asphalte. Je m'imagine une vie paper and salt, sans reflet sur le glacé de mes Ray-Ban. Je glame, je glame. Je voulais vous dire, Frédéric, que les auditeurs réagissent massivement à votre appel et sont extrêmement indignés. Je vous livre quelques-unes des réactions. C'est affreux de voir ça dans une vie et la manière dont votre sœur considère votre mère. C'est inhumain, la situation de votre mère de la part de Kitty. Je suis profondément indignée de la part de Fabrice. Tigron, il m'est arrivé la même chose et avec mon frère, je ne sais pas si je peux 18 mois après encore renouer. Et puis moi tout de suite je voudrais que nous prenions Aline. Bonsoir Aline. Donc vous êtes écoutez, soignante en gériatrie. C'était un petit peu brutal peut-être dans mes propos vers Asiba, je m'en suis excusée. Non, ne vous inquiétez pas. Mais vous étiez bon dire ce témoignage. Oui. Parce que voilà, j'interviens de temps en temps, je trouve l'émission extrêmement intéressante. Et je m'intéresse à la psychologie et ma foi, je suis aide-soignante en gériatrie. Oui. Et écoutez, moi j'ai été outrée d'entendre, mais je n'accuse personne,
Bien sûr. Mais j'ai été outrée d'entendre que cette personne, même si elle n'a que 72 ans, parce que c'est pas très âgé aujourd'hui. Non, pas du tout. Elle est en fin de vie et elle est dans un mobil-home avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui. Ouais. Et l'hiver, elle passera là. Non, mais attendez, mais il y a quelque chose qui va pas là. Il y a des, je disais à Asiba, il y a des, je pense que je me trompe pas, hein, c'est Asiba et Valentin. Tout donc à fait, c'est Asiba, oui, vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est une jeune fille, c'est Asiba, forcément. Autre que je vais me calmer, parce que franchement, là, moi, ça m'a fait sortir de mes gonds. Comment dire, même s'il n'y a pas des structures, elles sont pas légion, les structures en soins palliatifs, je ne sais pas où habite cette dame, mais enfin bref. Mais même en maison de retraite, comment dire, en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, peut faire un accompagnement en fin de vie. Tout à fait. Et ce que je disais à Siba, au niveau administratif, puisque la question d'argent se pose, bon, moi, c'est pas mon souci premier, puisque je suis aide-soignante, mais je suis quand même au courant de certaines choses. Voilà. Si cette personne rentre dans une... on peut supposer qu'elle rentre puisque aucune des deux personnes, de ces deux filles, ne pourrait la prendre. Donc on peut supposer qu'elle pourrait rentrer éventuellement dans une structure médicalisée. Oui, tout à fait, parce que malgré tout, elle est malade. Il ne faut pas perdre ça de vue, qu'elle a besoin de soins. Bon, voilà, c'est quand même la personne la plus intéressée dans l'histoire. Bien sûr. Enfin, après, on règle ses comptes comme on peut, hein. Eh bien, mais vous savez, quand on a 72 ans et qu'on est malade, le fait d'être malade vous laisse très démuni et donc très dépendant. Elle est toute seule, mais enfin moi, je vous dis, moi, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Je dois être très naïve, moi. Enfin bon, pourtant j'ai 59 ans, mais enfin bon. Donc je disais donc, pour être concise, même si c'est pas en soins palliatifs, parce qu'effectivement, bon, je sais pas sur toute la France, mais moi je suis dans le Puy-de-Dôme et il y en a pas des masses, mais dans une structure pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, on accompagne les gens en fin de vie. Moi, ça nous arrive souvent, et avec les moyens qu'on a, mais du mieux qu'on peut. Et alors, au point de vue financier, voilà ce que je peux dire, c'est que mon papa, j'ai eu mon papa aussi dans ces cas-là, et c'est pas très facile, effectivement. Mais voilà, il y a... comment on prend en considération les revenus de la personne elle-même. Je ne sais pas si cette personne a des revenus ou voilà. Donc, si ces revenus sont suffisants pour combler, pour couvrir les frais d'hébergement, bien voilà. Et elle paye, tout simplement. C'est assez cher, effectivement, mais enfin bon... Mais enfin, la sœur a des revenus aussi, hein, parce qu'ils viennent de s'acheter une maison. C'est-à-dire qu'en fait, sa sœur a des revenus, mais... Caroline, c'est que si cette personne n'a pas suffisamment de revenus, évidemment, on va demander aux descendants... Voilà, de participer. Contribuer à l'hébergement de leur maman. Bien sûr. Parce que on a aussi, c'est comme ça, hein, on élève ses enfants, mais on a quand même des devoirs vis-à-vis de ses parents. Et exactement, donc, oui, si tout à fait. leurs revenus leur permettent de contribuer à l'hébergement de leur maman, c'est selon leurs revenus à eux. Il y aura une contribution qui sera demandée à chacune d'elles. Oui, tout à fait, mais je trouve que c'est... Et sinon... Si elles logique. ne peuvent pas, si leurs revenus ne le permettent pas, eh bien, il y a un dossier d'aide sociale qu'on peut demander au Conseil général. Voilà, écoutez, on va prendre tous ces renseignements en note. J'imagine que Frédéric continue de nous écouter. Donc, je vous remercie, Aline, de votre intervention. Écoutez, moi, j'entends ce côté financier. Bon, j'entends... En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de votre intervention. Je dois vous laisser. On va vous prendre hors antenne. Je dois vous laisser parce que notre émission s'achève, hélas, et que je ne peux poursuivre plus avant. Bien, très exceptionnellement, demain soir, il n'y aura pas de libre antenne parce que la soirée est consacrée à l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais vous serez dès lundi en compagnie de Sophie Eters. Très belle nuit sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 1h et tout de suite le flash avec Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.